C'est un grand honneur de léguer mes pauvres vieux cahiers et carnets au centre. Je crois que ça fait monter des souvenirs en moi. Parce qu'enfant, en tant que franco-ontarienne, mon objectif c'était d'écrire en français dans ma province. Parce qu'à l'époque, tout était en anglais ou ça venait d'ailleurs, ça venait de la France, même pas du Québec à l'époque. Ça vous donne un peu mon âge? Alors pour moi, c'est un grand honneur, c'est un grand plaisir. J'aurais jamais cru que mes petites élucubrations seraient tout à coup importantes pour quelqu'un, pour la francophonie canadienne. Déjà là, de base, le CRCCF, c'est un centre de recherche, un centre d'archives, et donc je viens ici régulièrement consulter des documents d'archives pour mes travaux universitaires. Mais au-delà de ça, le CRCCF représente aussi une communauté. C'est une place où j'ai pu me découvrir en tant que chercheur, mais aussi découvrir des chercheurs qui font maintenant partie de mon réseau professionnel et même de mes très proches amis. Le CRCCF, pour de vrai, c'est une excellente place pour un chercheur en herbe et une très belle place pour quelqu'un qui cherche à s'intéresser et à cultiver sa connaissance du Canada français généralement, mais surtout hors Québec. La francophonie canadienne, elle est difficile, je crois. On baigne tout petit dans un océan américanisé, c'est sûr. Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion de participer au rendez-vous de la francophonie pour le gouvernement fédéral. Et j'ai rencontré des communautés dans des petits villages éloignés. Comment ils faisaient pour garder leur langue, j'ai aucune idée. Mais c'est cette volonté de la garder et de la soigner, la langue, qui m'éblouit chez les Canadiens français, un terme qui n'existe à peu près plus, mais qui pour moi est encore important. Et je vois le rôle du centre comme un lieu de mémoire pour la francophonie canadienne, un lieu où on est encore les bienvenus, où tous les Canadiens sont bienvenus de langue française. Je crois que c'est un lieu important. Je crois que c'est le lieu le plus important pour la francophonie canadienne. C'est un lieu de mémoire. Oui, surtout quand on parle de l'américanisation, moi je pense beaucoup aux réseaux sociaux. Je pense à tout ce qui est l'Internet en ligne. Et c'est souvent difficile à parcourir ça en tant que francophone, vu que ce ne sont pas des services qui sont créés nécessairement avec la langue française en tête. Par contre, le CRCCF a fait une excellente job à rendre accessible leurs dossiers en ligne. Et donc, c'est facile en tant que chercheur de pouvoir vérifier en ligne la disponibilité des documents, mais aussi de consulter des documents en ligne, ce qui aide énormément un chercheur, surtout quand, moi, par exemple, j'ai dû me rendre jusqu'à Hearst pour vérifier des documents d'archives quand j'étais là-bas. J'ai dû vérifier s'il y avait certains archives au CRCCF et ça se fait très facilement et très bien à distance. Si tu viens d'ailleurs, c'est quand même un lieu très accessible aussi. Je pense que la relation à la francophonie a changé. Je pense qu'il y a peut-être une approche différente par rapport à la francophonie qui existait auparavant, alors que du moins ce qu'on enseigne dans les cours d'histoire, c'est que la francophonie canadienne était généralement très centralisée. C'est un organe, une communauté très unie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de divisions au sein de la communauté, mais pas nécessairement de mauvaises divisions. Juste parce qu'on est différent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rassembler sous une même bannière. Et je le vois à tous les jours en salle de classe, des gens qui viennent
d'outre-mer pour étudier le Canada et le Canada français. Je trouve ça complètement fascinant que notre petite communauté ici en Ontario puisse avoir tellement une grande étendue à l'échelle mondiale et je pense que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus aussi. Je pense que si on reposait cette question-ci lorsque je serai dans votre chaise, je pense qu'on aurait encore une fois toute une autre redéfinition de cette identité-là et l'appartenance à cette identité-là. Pour moi, c'est difficile parce que le Canada est tellement grand. Comment rejoindre les Franco-Manitobains et les Acadiens et les Françaisquois? Et chacun a sa culture, chaque communauté a sa culture en particulier. Mais, en tant que prof, j'ai enseigné le français d'immersion toute ma carrière. J'ai œuvré pour le français au Canada. Mais faire aimer, pas seulement apprendre les règles, non, mais aimer travailler en français, aimer créer en français. Mes élèves finissaient par me faire de très belles poésies, de très belles nouvelles, oui. Alors, c'est tenter de rejoindre toute cette grande communauté pour essayer de lui donner un fil commun, préserver la langue. Moi, je le vois comme un cadeau. Je suis née dans cette communauté. J'ai appris ma langue maternelle au genou de ma mère. Lorsque mon père a acheté une maison dans un quartier anglophone, c'était toute une découverte. Il y avait tout un autre monde. Mais ma francophonie, elle est restée ancrée en moi. Oui, j'écris en anglais et j'ai déjà publié en anglais, mais même cette nuit, j'ai écrit en français parce que la francophonie, c'est ma vie, c'est ma nature. Pour moi, la francophonie, le première image qui vient en tête, c'est des amis. Moi, toute ma vie, j'ai été éduqué dans un système scolaire francophone. J'ai vécu ma vie universitaire en français. J'ai vécu toute ma vie sociale en français. C'est grâce à cette francophonie-là que j'ai pu rencontrer mes amis. Le fait qu'on ait cet aspect-là en commun, déjà là de base, ça crée un lien que tu n'as pas nécessairement avec quelqu'un d'autre. Le fait de parler français dans un lieu minoritaire, ça fait en sorte que tu te vois un peu dans la peau des autres, un peu plus facilement, tant qu'à moi, ce qui rend plus facile les connexions entre les personnes. Moi, c'est plus viscéral. Toi, c'est plus cérébral. Oui. Bon, si on met les deux ensemble, on va le réussir, notre langue française. Énormément. Et c'est une culture que j'essaie de passer à mes petits-enfants. Il y a des faits culturels qui n'existent pas ailleurs, que j'ai vécu dans ma langue maternelle. Mes parents étaient sérieux au sujet de leur langue et au sujet de leur culture et tenaient à la garder et ils ont transmis cet amour du français, cet amour de la culture et de la francophonie canadienne à ma sœur et à moi. Et je vais la transmettre à ma fille et je vais la transmettre à mes petits-enfants qui, aujourd'hui, sont francophones. Ma fille est née aux États-Unis. Elle avait une citoyenne américaine jusqu'à ce que je la rapatrie. Et qu'elle apprenne le français parce que c'était impossible qu'un enfant ne parle pas français. Mon enfant ne parle pas français. Alors aujourd'hui, ma petite fille est en train de faire du tutorat dans un des cégeps de l'Outaouais. Alors, sa grand-mère est fière d'elle. Moi, je pense que l'affaire qui m'a été transmise par la génération précédente, mais la plus importante, c'est l'endurance. Ma mère, elle, est née dans une toute petite communauté à Hearst. À son apogée, a fait peut-être 5 à 6 000 personnes.
Donc, une très petite communauté, mais extrêmement florissante et riche en culture. Elle, par la suite, elle a décidé de déménager à Ottawa pour le travail et elle a pu quand même trouver une communauté francophone à Ottawa. Elle a pu, malgré le fait que le paysage est complètement différent, elle ne se sentait pas dépaysagée parce que justement, il y avait des vestiges d'une communauté qui existait quand même ici. Et c'est quelque chose qu'elle m'a transmis très directement que si tu veux faire partie d'un village, faut être villageois à quelque part et donc faut peut-être s'endurer un peu plus, mais c'est toujours pour le bien vraiment de soi, mais aussi pour la communauté plus largement. Ben, je crois que je reprendrai les paroles de mon collègue ici. C'est une question d'endurance, une question de fermeté aussi, sans jamais, sans jamais être trop agressif. Faire aimer, faire venir, un peu comme quand on fait le français dans une salle de classe. Amener quelqu'un à aimer notre langue, amener quelqu'un à découvrir notre culture. C'est peut-être l'enjeu le plus sérieux. Le fait d'amener quelqu'un à quelque chose. Et non pas lui tordre le bras pour le faire. Pour moi, c'est important de représenter cet amour quand je fais ou des conférences ou des ateliers d'écriture littéraire, de faire aimer la langue française. C'est comme une petite mission, mettons. Pour moi, je pense qu'un des enjeux les plus importants par rapport à la francophonie contemporaine, c'est vraiment l'accessibilité. On est chanceux ici au CRCCF, un lieu très accessible pour la communauté universitaire, mais des centres comme ça n'existent pas partout. Donc, déjà là, dans le circuit universitaire, avoir accès à un centre de recherche autant bien établi, mais aussi florissante, c'est difficile de l'accéder ailleurs, tout comme ce l'est pour plusieurs autres types de services. On parle simplement, juste en matière culturelle, des communautés plus éloignées, c'est déjà là plus difficile à accueillir des gens parce qu'il y a moins de ressources, donc c'est plus difficile à pouvoir payer et à apporter des gens vers là, mais aussi des communautés plus larges, mais qui existent dans des conditions beaucoup plus minorisées et minoritaires. Ça fait en sorte que tu es constamment en concurrence avec ce qui t'entoure. Si ta communauté est très majoritairement anglophone, ben, ta vie nécessairement sera très majoritairement anglophone, même si toi tu t'y attaches à ta communauté franco-ontarienne, c'est parfois difficile de pouvoir trouver sa communauté dans des lieux comme ça. L'avantage, toutefois, c'est que le CRCCF est disponible en ligne. Mm-hmm. Alors, on peut y accéder de partout. Ça, c'est important. Très important. Oui. Parce que il y a quelques jours, j'ai donné une conférence ici et une des archivistes m'a invité à regarder une lettre écrite de la main et signée par Émile Nelligan. Et j'avais pas mes lunettes. Mais cette signature est restée gravée dans ma mémoire et c'est comme une motivation que ce centre m'a permis de m'épanouir encore plus. Et pour ça, je suis reconnaissante. Je pense définitivement qu'un centre d'archives ou simplement juste un document d'archives peut servir en tant que source d'inspiration dans tous les sens d'un projet. Oui, moi, actuellement, je suis étudiant à la maîtrise et j'élabore ma thèse de maîtrise. Je l'écris, je rédige le tout en ce moment. Par contre, je suis aussi dramaturge et j'ai trouvé beaucoup d'inspiration personnelle dans mes écritures, dans des documents que j'ai trouvés non seulement ici, mais dans d'autres centres de recherche que j'ai trouvés qui, oui, traitent de mon sujet de recherche qui m'intéresse, mais peut-être ça parle d'enjeux un peu plus larges et des sujets, un document a, oui, des mots dessus, mais a un sens aussi. Et ce sens-là est beaucoup plus large que simplement une feuille de papier.
Et lorsque vient le temps d'être créatif, que ce soit dans une recherche plutôt académique ou dans une démarche plutôt artistique, tu as la chance d'interpréter ce sens-là. D'un bord ou de l'autre, mais une interprétation est faite et pour moi, il y a un jus créatif là-dedans. Mais tous les deux, on est d'accord pour la Oui. créativité que cela nous Absolument. apporte. Il nous permet Mm-hmm. de fouiller, d'aimer, de décortiquer. Et pas juste ça, c'est aussi le fun à regarder. C'est amusant à regarder oui, dans des c'est documents sûr, c'est d'archives. sûr. Ouais. C'est sûr. Oh. Eh bien, écoutez, je ne suis pas une académicienne. Je crois que la mémoire littéraire va certainement apporter à la mémoire historique un cadre ou un encadrement. Parce que dans l'histoire de ma communauté, de ma vie francophone, il y a tous les créateurs qui ont participé à cette culture. Et je crois que les deux sont intimement liés. Oui, oui, c'est ça. Un peu pour rebondir sur ce que tu dis, l'histoire est souvent perçue comme une discipline très, disons, Froide. de faits concrets, purs et durs. Et quelque chose que j'ai eu la chance d'apprendre vraiment pendant mon parcours universitaire, c'est à quel point que l'histoire en soi est floue et a des barrières un peu difficiles à définir. Et pour moi, ressemble à une sorte de mémoire. La mémoire littéraire, dans ce cas-ci, serait beaucoup plus dans le domaine artistique. Peut-être on parle beaucoup plus des émotions, on parle beaucoup plus des vécus, des expériences plus concrètes. Mais en histoire, on voit les mêmes sortes de choses. Des histoires de vie. Si tu ouvres un journal personnel dans un centre d'archives, tu vas lire de la prose exquise que tu n'aurais pas la chance autrement de pouvoir voir. Ça fait que pour moi, il y a une ligne qui existe à quelque part, mais peut-être que la ligne n'est pas tout à fait droite et claire et nette. Ouais. Ah ben c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur de savoir que je participe à ma culture. Pas de loin, mais de tout près. Dans les dossiers, dans les archives. Ah non, mais c'est un honneur. C'est un bonheur et un honneur. Pour moi, le CRCCF, c'est non seulement pas juste une place où je fréquente régulièrement, mais c'est un espace vivant. C'est un espace que j'ai eu la chance de rencontrer des chercheurs hyper intéressants, très passionnés d'un sujet dont moi je ne connaissais aucunement, tout comme c'est une place où moi-même j'ai pu me plonger dans des documents d'archives et vraiment m'absorber entièrement dans la matière historique des documents. Donc, pour moi, le CRCCF, c'est pas simplement une salle avec des boîtes comme on voit en arrière de nous. C'est vraiment un espace dans lequel on voit de l'action, on voit du mouvement. C'est un centre dynamique, mais aussi très bien organisé, je tiens juste à dire. Ouais.